Dans le langage courant, la Constitution est souvent conçue comme un document écrit, adopté pour mettre en place un nouveau régime politique dans un contexte de crise, avec l'espoir d'assurer sur le long terme le bonheur des citoyens. Dans le langage juridique, le terme « constitution » renvoie plus simplement à l'ensemble de règles qui fixent l'organisation du pouvoir politique dans un État. À qui est-il attribué? Comment peut-il être exercé? Dans cette perspective, cet ensemble de règles peut prendre des formes et des contenus divers. Au Royaume-Uni, par exemple, il n'y a pas de document écrit unique regroupant toutes ces règles. Celles-ci sont disséminées dans différents textes, parfois très anciens comme la Magna Carta, ou plus récents, mais aussi au sein des pratiques institutionnelles. Même l'Union européenne, qui n'est pas un État comme la France ou l'Allemagne, a voulu un temps se doter d'une constitution. Toutefois, les électeurs français et néerlandais ont refusé l'adoption du traité établissant une constitution pour l'Europe. C'est à partir du XVIe siècle que l'idée de consacrer solennellement les règles d'organisation du pouvoir dans un texte écrit est apparue. Elle influença particulièrement les révolutionnaires américains, puis français. En France, à la veille de la Révolution française, les membres des États généraux se sont déclarés Assemblée nationale constituante pour doter la France de sa première constitution écrite. Lors du serment du jeu de paume, ils se promirent de ne pas se séparer tant qu'ils n'auraient pas donné au pays une constitution. Quelques semaines plus tard, ils adoptaient la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont l'article 16 dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. La Constitution est alors conçue comme un moyen d'assurer la liberté en évitant la tyrannie d'un despote. Dans la plupart des États démocratiques contemporains, les règles constitutionnelles attribuent à différentes institutions la compétence pour exercer certaines fonctions. En France, aujourd'hui, la Constitution de la Ve République charge le Parlement de faire la loi, le gouvernement de conduire la politique de la nation et les tribunaux de trancher les litiges en appliquant la loi. En outre, de nombreuses constitutions contemporaines prévoient un catalogue de droits et libertés garantis. Ces droits constituent des limites au pouvoir des institutions mises en place par la Constitution. Ils leur interdisent ou leur imposent de faire ou de ne pas faire certaines choses. L'ensemble de ces règles est donc conçu comme devant assurer la liberté des individus. Elles ne sont toutefois pas intangibles, elles peuvent être modifiées lorsque le souverain, le peuple, dans les systèmes démocratiques, le décide. Qu'est-ce qu'un super-héros? Eh bien, trois choses, à mon avis. Tout d'abord, des super-pouvoirs. Ensuite, l'usage de ces super-pouvoirs pour défendre les gentils contre les méchants. Et enfin, un super costume, enfin, plus ou moins super, en tout cas un costume qui permet de l'identifier. Le juge, évidemment, a un costume qui permet de l'identifier. Pas celui-là, mais pas tout à fait. Il a incontestablement aussi des super-pouvoirs. Et en revanche, on peut douter de la question de savoir s'il protège les gentils contre les méchants. Alors, première condition, est-ce que le juge dispose de super-pouvoirs? Évidemment, il dispose de super-pouvoirs, puisqu'il a cette capacité de transformer un texte général, qui ne s'adresse à personne en particulier, à aucune situation concrète, de dire ce que ce texte général va imposer dans un cas déterminé, dans un cas précis. C'est ce qu'on appelle pouvoir de concrétisation du droit. Prenons un exemple, et un exemple tiré du droit positif, qui est celui de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Voilà un texte extrêmement général, puisqu'il ne vise personne en particulier qui fume, ni même ce que la personne fume, tout au plus désigne-t-il l'espace public. Et le juge, face à ce texte général, pourra dire, dans un cas déterminé, dans un cas précis, dans une situation concrète, ce que le texte impose, dans un cas déterminé. C'est ça, le phénomène de concrétisation. Imaginons une personne qui, dans un lieu public, vapote. Voilà une situation concrète. Et la question que l'on peut se poser, que signifie l'interdiction générale de fumer dans un lieu public face à cette personne qui vapote? Eh bien, dans cette situation, le juge a un pouvoir qui s'étale sur trois niveaux, sur trois plans. Le premier plan, c'est d'abord l'établissement des faits. Est-ce que la personne vapote, effectivement, dans un lieu public? C'est la première question qu'il convient de résoudre. Quels sont les faits à l'origine de l'affaire? Une personne donc, qui vapote dans un lieu public.
La deuxième question, le deuxième niveau de réflexion, c'est de savoir ce que dit la règle générale dans cette situation-là. Et la principale question que l'on peut se poser, c'est celle de savoir est-ce que vapoter peut être considéré comme fumer, ou plus exactement si l'interdiction de fumer s'étend aussi au fait de vapoter. Et dans ce cas-là, il faudra peut-être, mais pas seulement, s'interroger sur la finalité de la loi, ce qu'a décidé le législateur, protection de la santé, protection des autres, etc. Et enfin, troisième plan de la réflexion, et troisième plan où se manifeste le pouvoir d'appréciation du juge, c'est de savoir finalement ce que l'on doit dire de la règle générale dans ces faits particuliers. Et donc, est-ce que Madame Kent, pourquoi pas, si on prend la mère de Superman, qui a vapoté dans un lieu public, sera bien condamnée parce qu'elle a vapoté dans un lieu public. Et ça, c'est aussi un pouvoir d'appréciation, puisque le juge pourra très bien considérer que vapoter, c'est fumer, et donc valider l'interdiction, mais aussi, tout aussi bien considérer que vapoter, ce n'est pas fumer, et donc ne pas valider l'interdiction. Autrement dit, le pouvoir du juge est vraiment considérable, puisqu'à chaque étape de son raisonnement, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation, établissement des faits, de la règle générale et de la solution. Dans ces 3 temps du raisonnement juridictionnel, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier la situation de fait, les faits à l'origine de l'affaire, pour interpréter la règle générale posée par le texte et pour établir la solution au litige. Le juge dispose donc de super-pouvoirs ? En use-t-il pour défendre les gentils contre les méchants ? Autrement dit, est-ce que c'est un super-héros ou est-ce que c'est un super-vilain ? Alors en principe, le juge n'est pas là pour défendre la justice, il est là pour assurer le respect de la loi, le respect de la Constitution. Alors on peut supposer que la Constitution et la loi défendent la justice, mais ça peut être aussi 2 choses qui sont différentes. Et le juge défend avant tout la loi et la Constitution, et sans doute pas toujours la justice. Tout dépend donc de ce que l'on trouve dans la loi ou la Constitution. Mais on peut présumer que le législateur, celui qui fait la loi, et le constituant, celui qui fait la Constitution, ont voulu être justes. Enfin, tout dépend de ce que l'on range derrière le terme de justice. Par exemple, dans la Constitution, on trouve souvent les droits et libertés des citoyens contre le pouvoir. Ainsi, le juge constitutionnel, qui est le juge spécialement chargé de faire respecter la Constitution et d'apprécier la constitutionnalité des lois, va défendre la Constitution et donc les droits et libertés de citoyens contre le pouvoir, contre les plus forts. La Constitution, que l'on peut considérer comme un acte de soumission de l'État aux droits et de défense des droits et libertés du citoyen, est ainsi défendue par le juge constitutionnel, qui apparaît ainsi comme un super pouvoir capable de faire plier le pouvoir au nom de la liberté. Mais les super-héros existent-ils ? Depuis une vingtaine d'années à peu près, on assiste à une montée en puissance très nette dans le discours politique et dans le discours juridique du thème de la sécurité, en France, aux États-Unis et dans un très grand nombre de pays occidentaux et non occidentaux. Les socialistes exprimeront par ma voix et celle de plusieurs de mes collègues ce qu'ils pensent de l'éternelle dialectique entre l'ordre et la liberté. Il m'est facile de déclarer dès maintenant qu'il n'est pas de liberté sans sécurité, pas de sécurité sans liberté. Je ne dirai pas autre chose aujourd'hui. Nous devons plus que jamais assurer la sécurité des Français. Alors en fait, cette recrudescence du discours sur la sécurité n'est pas véritablement nouveau. On peut le dater à peu près du milieu des années 90 pour ce qui concerne la France. Mais il a connu véritablement une explosion, en gros, depuis les attentats du 11 septembre. En France, par exemple, depuis les attentats du 11 septembre 2001, ont été adoptées plus d'une quinzaine de lois relatives à la sécurité que je vous laisse découvrir. Alors à l'ensemble de ces lois qui intéressent la sécurité au sens d'ordre public, il faudrait en ajouter encore toute une série. Par exemple, les lois annuelles relatives à la sécurité sociale, les lois relatives à la sécurité des produits, des médicaments, des services, des navires, des manèges, des machines et installations pour fêtes foraines, des parcs d'attractions, des transports, la coopération en matière de défense et de sécurité, la sécurité des travailleurs, des installations nucléaires, des piscines, la sécurité financière, bref,
Au total, plus d'une centaine de lois relatives à la sécurité a été adoptée depuis une vingtaine d'années. Mais le problème n'est-il pas que la sécurité implique souvent des atteintes aux libertés? La sécurité n'exclut-elle pas par définition la liberté? Alors c'est une vraie question et on en a un exemple récent avec l'état d'urgence en France, qui est un régime d'exception qui peut être proclamé en cas d'atteinte grave à la sécurité publique. Donc c'est un régime d'exception qui date d'une loi de 1955 et qui a été mise en vigueur en France au lendemain des attentats du Bataclan en 2015, novembre 2015, et qui a duré jusque fin octobre 2017. Alors ce régime de l'état d'urgence, il permet en fait aux autorités civiles, donc en pratique au préfet, au ministre de l'Intérieur, de prendre un certain nombre de mesures qui sont directement attentatoires aux libertés individuelles comme aux libertés collectives. Alors j'en prends quelques exemples. On a les assignations à résidence, on a les interdictions de séjour, on a les périmètres de sécurité, les perquisitions de jour comme de nuit. Et toutes ces mesures sont attentatoires donc à des grandes libertés, des libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir, la liberté individuelle, le droit au respect de la vie privée, la liberté d'expression, la liberté de réunion. Bref, c'est une vraie question. Donc, entre sécurité et liberté, faut-il choisir ? Alors il ne faut pas oublier que la sécurité est un besoin premier, c'est un besoin primaire, presque animal. C'est ce qu'explique un grand philosophe anglais, Thomas Hobbes, qui écrit au XVIIe siècle, et il explique que l'état de nature, c'est un état de guerre de tous contre tous, et que pour assouvir leurs besoins de sécurité, eh bien, les hommes vont entrer en société civile. Ils vont créer l'État pour satisfaire ce besoin premier de sécurité. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'État est là pour assurer les droits et les libertés. C'est une vision libérale dans laquelle l'État est institué pour prolonger, pour concrétiser les droits dont les hommes sont supposés justement jouir à l'état de nature que décrivait Hobbes. Et ces droits, par exemple, vont être déclarés bien souvent dans des constitutions ou dans des déclarations des droits. Et il y a donc un arbitrage permanent à faire entre ce besoin premier, ce besoin primaire de sécurité et le nécessaire respect des droits et des libertés qui constituent le fondement et la légitimité de l'État. Et pour terminer, il y a une phrase de Jefferson que j'aime bien citer. Thomas Jefferson est un homme politique américain, donc qui a pris part à la déclaration d'indépendance et puis qui a pris part à la Révolution française. Et il a eu cette très belle phrase qui dit « Si un jour tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour te sentir en sécurité, tu ne mérites ni l'un ni l'autre. » Si le peuple n'est pas content des décisions des gouvernants, pourquoi est-ce qu'ils ne votent pas tous les jours pour décider à leur place? La question que tu me poses au fond, c'est peut-on gouverner par référendum? Mais gouverner par référendum, qu'est-ce que cela veut dire? Gouverner au quotidien supposerait que toutes les décisions prises soient obligatoirement soumises au référendum. Or, cela semble impossible, que ce soit au niveau national ou même local, car cela nécessiterait une mobilisation permanente des citoyens. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, beaucoup de choses pourraient être approuvées en un seul clic. Cependant, le vote, finalement, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce n'est que l'aboutissement d'un long processus démocratique qui est fait de propositions, de contre-propositions, de critiques, de débats. Par ailleurs, pour faire des choix, les citoyens doivent pouvoir s'informer. Trop de référendums sur trop de sujets, ça ne permet pas à tous les citoyens de prendre des décisions en pleine conscience des enjeux du référendum. Gouverner, c'est décider et faire des choix, mais aussi préparer, prévoir, anticiper. Le référendum n'est dès lors qu'un complément à la gouvernance démocratique. Il est plus adapté aux enjeux de gouvernement local qu'aux sujets trop techniques, souvent d'envergure nationale. On peut en effet, au plan local, poser des questions concrètes, touchant directement le citoyen et donc le plus souvent mieux comprises par lui, comme par exemple l'extension d'un aéroport. Mais alors, comment on fait si le peuple réclame plus de référendums? Aujourd'hui, la crise de la représentation des partis, combinée au développement des nouvelles technologies de communication, l'Internet, les réseaux sociaux, entraîne en effet une demande accrue de participation citoyenne. Or, en France, le référendum est envisagé dans la Constitution, mais reste d'usage peu fréquent, car, faute d'initiative populaire, il est contrôlé par le pouvoir politique national ou local. Seul, le plus souvent, le président de la République ou des maires peuvent le déclencher. L'exemple américain montre au contraire sa légitimité sur des enjeux clairs de politique publique locale.
Plus de 1600 référendums ont été ainsi organisés dans 24 États américains durant la décennie, dont la moitié d'initiatives populaires, sur des questions de santé, d'éducation, de réglementation de la drogue ou du tabac, de contrôle des armes, d'environnement. De nombreuses initiatives aussi en matière financière ou fiscale ont illustré la révolte des contribuables américains. Par exemple, la célèbre proposition 13 en 1978 qui a conduit à une réduction drastique des taxes foncières locales, avec le risque sur ces sujets de conséquences catastrophiques pour le financement des politiques publiques. On l'a vu en particulier en Californie en matière d'éducation. L'avantage d'un processus d'initiative populaire, c'est de permettre aux citoyens de faire émerger un sujet qu'ils souhaiteraient voir débattu, soit par les assemblées, soit par les citoyens, soit par les deux. Cette procédure, certes, elle existe aux États-Unis, mais elle existe aussi en Suisse, on le sait, et dans d'autres pays dans le monde. En Bolivie, au Portugal, en Italie, en Croatie, en Uruguay. En fait, il y a des tas d'exemples. En France, par contre, on n'a pas d'initiative populaire. En revanche, on a l'initiative partagée. Alors, qu'est-ce que c'est cette initiative dite partagée ? Elle est partagée, finalement, cette initiative, entre les parlementaires, d'une part, et les citoyens. Mais il faudra que les parlementaires fassent une proposition et que les citoyens la soutiennent derrière. En réalité, si une minorité de parlementaires ne la déclenche pas, les citoyens ne pourront rien faire. Ils ne peuvent rien proposer par eux-mêmes. Le référendum est-il dangereux ? C'est une bonne question. Justement, quelles sont les garanties qui doivent entourer l'organisation d'un référendum ? On a tendance à considérer que tout référendum est l'expression sacrée du peuple souverain. Et on a construit un véritable mythe autour de cette fameuse expression référendaire. Or, cette façon de percevoir le peuple est basée sur des théories constitutionnelles qui sont complètement déconnectées de la réalité. Un référendum, ça doit suivre une procédure pour garantir la liberté de choix, la liberté de vote des citoyens, mais aussi pour garantir le fait que l'on ne va pas utiliser le référendum de manière abusive pour porter atteinte à des valeurs auxquelles nous tenons en démocratie, comme l'égalité ou encore la liberté. D'ailleurs, le référendum, il faut savoir qu'il n'est pas en soi un outil démocratique. Il le devient seulement si toute une série de garanties est prévue pour réduire le risque d'instrumentalisation et aussi de récupération du référendum à des fins qui ne seraient pas démocratiques. Oui, ces garanties sont cruciales pour l'état de droit et la démocratie, tant au niveau d'exigences préalables d'organisation, par exemple celles relatives à la clarté de la question ou à des seuils de participation minimale, qu'à celui du contrôle a posteriori de la loi référendaire. Le contrôle de constitutionnalité est alors essentiel pour vérifier la compatibilité de cette loi avec les exigences constitutionnelles, et notamment le respect des libertés. Le président français n'est pas le président des États-Unis, mais il n'est pas non plus le président italien ou le président allemand. Le président de la République en France, il s'intègre dans un système politique dont je peux vous présenter rapidement le schéma. Alors en haut, bien sûr, il y a le peuple qui va élire le président de la République, qui va lui-même nommer un gouvernement avec à sa tête un Premier ministre. Mais ce gouvernement a une interactivité dont je reparlerai tout à l'heure avec le Parlement composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Élu directement par le peuple, comme je viens de le montrer, le président de la République a d'immenses pouvoirs. Il peut nommer le Premier ministre, il peut décider de la dissolution de l'Assemblée nationale, il peut décider des pouvoirs exceptionnels de l'article 16, il peut même proposer un référendum. Mais le noyau dur de ses fonctions réside dans trois éléments: la défense, les affaires étrangères et l'unité de la nation. Toutefois, ces pouvoirs sont à intensité variable en fonction de deux scénarios politiques possibles. Alors le premier scénario, il est simple: la majorité parlementaire, c'est-à-dire la majorité des députés à l'Assemblée nationale, a la même couleur politique que le président de la République, ou ce qu'on appelle la majorité présidentielle. Dans ce cas-là, le président de la République dispose de beaucoup de pouvoirs en matière de politique intérieure et évidemment en matière de politique extérieure. Et puis il y a le deuxième scénario, là où la majorité parlementaire n'est pas de la même couleur politique que celle du président de la République et de sa majorité. Et là, le président de la République perd une grande partie, sinon la totalité de ses pouvoirs internes, mais il conserve le noyau dur, la défense,
les affaires étrangères, l'unité de la nation. Alors, pour conclure, ce président français, c'est un être unique, original, oui, mais qui s'insère dans un système politique que l'on connaît en Europe dans tous les États, à savoir le régime parlementaire.